Magazine Pluriel. Juliette Kamde. Madame, Monsieur, bonjour. Justice, les assises de Lomé ont pris fin hier. Que se passe-t-il lorsqu'un condamné finit sa peine d'emprisonnement sans payer ses amendes? Yao Kamake nous propose un dossier dans ce journal. Score 2023 du MCC, le Millennium Challenge Corporation. Le Togo valide 14 indicateurs sur 20. Un nouveau site web de la TOP, l'agence togolaise de presse, a été lancé hier. C'est dans le cadre du processus de modernisation des médias de service public. Le Togo et le Bénin ont lancé jeudi les travaux de protection côtière financés par le projet Waka. L'invité du journal, César Ezebio, ingénieur Waka Togo, revient sur l'importance de ces travaux. L'autre invité de cette édition, Togui Dagban, urbaniste, évoque les conditions de création d'une ville. Journal Magazine, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Information du palais de justice, les assises de Lomé ont clôturé hier le bilan de cette session avec vous, Hélène Assabi. Oui, selon le procureur général, après la cour d'appel de Lomé, Poyodi et Solizam, le bilan est satisfaisant. En effet, les 60 dossiers qui étaient sur la table des juges ont été tous évacués. Sur les 98 accusés, 95 ont fait l'objet de condamnation. L'audience a enregistré 2 condamnations à la peine de réclusion maximale, 3 condamnations de 30 ans de réclusion criminelle, 10 condamnations à 20 ans de réclusion criminelle, 39 condamnations de 10 à 20 ans de réclusion criminelle et 31 condamnations de 2 à 9 ans de réclusion criminelle. Certaines condamnations sont liées à des peines d'amende qui s'élèvent à 400 millions de francs CFA. 6 dossiers ont fait l'objet de pourvoi en cassation et 8 accusés ont été libérés. Des amendes comme peine, que se passe-t-il justement lorsqu'un condamné finit sa peine d'emprisonnement sans payer ses amendes? Yao Kamake a posé la question au procureur général de la Cour d'appel de Lomé. Voici sa réponse. En matière de justice, la loi prévoit des peines d'emprisonnement et des peines d'amende. Il arrive des fois qu'un condamné se voit infliger les 2 peines à la fois. Comment, dans ce cas, le condamné purge-t-il les 2 peines cumulées? Le procureur de la République de la Cour d'appel de Lomé, Poyodi et Solissam, répond. Lorsque, par exemple, vous êtes condamné à une peine d'emprisonnement et également à une peine d'amende, vous allez purger la peine d'emprisonnement. Et pendant que vous purgez cette peine, si vous avez les moyens, vous pouvez payer également l'amende. Au moment où vous finissez donc de subir la peine d'emprisonnement, vous sortez, vous pouvez volontairement vous acquitter de l'amende au trésor public. Dans la pratique, nous avons un agent de trésor qui est installé, qui est là, et donc vous pouvez vous acquitter librement. Lorsque le condamné finit sa peine d'emprisonnement sans avoir payé les amendes, un mécanisme est prévu à cet effet, lequel mécanisme pouvant aboutir à une réincarcération que nous explique le procureur général Poyodi et Solissam. Si vous n'avez pas les moyens, ou bien vous ne le faites pas librement, vous finissez votre peine d'emprisonnement, on ne va pas vous retenir immédiatement ou bien automatiquement pour dire que vous n'avez pas payé l'amende, on vous retient. Non, vous êtes libéré, et puis il y a un délai pendant lequel vous devez aussi vous présenter à l'agent du trésor pour vous acquitter de cette amende. Si vous ne le faites pas dans ce délai, eh bien, il y a ce qu'on appelle la procédure de contrainte par corps. On vous y oblige par une autre procédure qui peut même aboutir à votre réincarcération. Que chacun évite d'être en conflit avec la loi afin d'être à l'abri de ses peines d'emprisonnement et celles d'amende. Yao Kamake, vous restez avec nous pour parler cette fois de l'ATOP, l'agence togolaise de presse, qui se dote d'un nouveau site, le www.atop.tg. C'est le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, qui a procédé au lancement officiel de ce nouveau site.
Le lancement du nouveau site internet www.atop.tg a été couplé de la présentation d'une nouvelle identité graphique de l'agence togolaise de presse. Créée depuis 1975, l'agence veut ainsi se moderniser en s'adaptant aux techniques nouvelles de l'information. Jean-Baptiste Eyebiyi, directeur de l'agence togolaise de presse. L'objectif de ce lancement est d'accroître la visibilité donc de l'agence togolaise de presse d'abord et d'augmenter le taux de visite sur le site internet de la presse. Je voudrais saisir cette occasion pour inviter toute la population togolaise de s'approprier de ces sites pour non seulement s'informer, mais également pour aller découvrir les actualités de nos préfectures. Je mets donc le vœu aujourd'hui que ce lancement va ouvrir un partenariat entre les conseillers en communication des ministères, les institutions de la République, les sociétés privées, publiques et parapubliques. Ouvrant le premier, le portail du site internet www.atop.tg, le ministre de la Communication et des Médias, Akoda Ayo Adam, a exhorté le personnel de l'agence au travail bien fait pour une information de qualité qui permet le développement, une condition indispensable pour mériter sa place dans la chaîne informationnelle togolaise et mondiale. Le ministère du Développement à la base et de la jeunesse, de l'emploi des jeunes à travers le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes a organisé hier à Lomé une cérémonie de remise de chèques. C'est dans le cadre de la subvention aux lauréats de l'édition 2022 de l'appel à projet du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Milek Agbokou. La cérémonie est couplée de la réception de matériel informatique et d'outils d'artisans offerts par l'artisanat de Chine destiné à la formation des jeunes dans les maisons et centres de jeunes. Chaque année, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie Conféges organise une compétition de plans d'affaires entre les jeunes entrepreneurs et porteurs d'idées d'entreprise issus de ces pays membres. Les lauréats bénéficient d'une subvention pour leur permettre de démarrer ou consolider leurs projets. Pour le compte de cette année 2022, en tout, 10 jeunes entrepreneurs et porteurs d'idées d'entreprise évoluant dans les secteurs comme les services de l'artisanat, la transformation agroalimentaire ont été sélectionnés à l'issue de la compétition. Ils bénéficient ainsi de chèques d'une valeur totale de 28 875 000 francs CFA. C'était en présence du ministre du Développement à la base et de l'ambassadeur de Chine au Togo. Je vous propose d'écouter deux lauréats. D'abord, Poudema Machalakuya dans le domaine de l'agriculture. Il nous vient de Sotobois. L'idée m'est apparue par le constat de la hausse des prix sur l'engrais chimique que les paysans ne pouvaient pas acheter pour utiliser et mettre sur leur plan. Or qu'on avait à côté de nous des déchets qu'on peut transformer et mettre sur le plan et pour consommer bio. C'est l'idée là qui m'a apparu et j'ai écrit le projet sur la transformation des déchets en engrais organique. À présent, Anator Kossi Alex dans la transformation des produits locaux de Lomé. Nous sommes spécialisés dans la fabrication des sacs, des sacoches, des agendas personnalisés. Tout ce qui est à coudre, sauf les habits. Et nous étions 60 à commencer la marche. 10 ont été retenus pour être primés. J'ai été personnellement financé à hauteur de 2 200 000 pour l'élargissement d'un atelier de fabrication des sacs personnalisés et autres accessoires. Et l'ouverture d'un bureau pour recevoir les clients, non pas à l'atelier mais au bureau. Le message que j'ai pour la jeunesse togolaise actuellement et les jeunes entrepreneurs, c'est de ne pas baisser les bras et d'avoir confiance en eux et en ce qu'ils font. Le Togo ne baisse pas également les bras. Notre pays passe sa carte des scores MCC, le Millennium Challenge Corporation. Notre pays a validé 14 indicateurs sur 20 que compte ce programme. Ces résultats ont été partagés hier avec les acteurs impliqués dans le processus de mise en œuvre de ce programme. Geneviève Pognon. Selon ces résultats, le Togo a satisfait pour la 7e fois consécutive les 3 critères d'éligibilité au programme compact de la MCC. Il s'agit de l'indicateur contrôle de la corruption, de la validation des indicateurs des droits politiques et civils et la validation de la majorité des 20 avec au moins un indicateur ouvert. Stanislas Baba, ministre coordonnateur national de la MCC. Les résultats mesurent des faits du gouvernement pour améliorer la vie de nos populations.
D'abord, il y a 3 domaines dans lesquels on travaille. Valider des indicateurs de gouvernance signifie que le pays politiquement est bien géré, la démocratie avance, s'approfondit, les libertés sont respectées, les droits politiques sont respectés. Lorsque vous prenez un autre indicateur, par exemple la politique budgétaire, cela peut traduire que les ressources sont bien gérées, qu'il n'y a pas de fait de corruption. Donc, ces résultats traduisent les efforts du gouvernement pour réduire la pauvreté, pour booster la croissance économique. Malgré ce score, certains indicateurs comme la santé peinent à passer au vert. Retrouvons le ministre Stanislas Baba. Lorsque je prends par exemple la lutte contre le Covid-19, il a été unanimement reconnu que le Togo a bien géré ce processus. Bien géré en termes d'organisation, bien géré en termes d'investissement massif pour protéger nos populations. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne veut pas dire que le Togolais se porte plus mal que les autres pays. Nous sommes passés de très peu dans la validation de ces indicateurs. Mais des fois aussi, c'est une question de jugement. Parce qu'en fait, les jugements que les gens font sont des jugements subjectifs. Certains pensent, par exemple, que les dépenses de santé sont correctes dans notre pays, d'autres ne le pensent pas, mais ça ne veut pas dire que tous les Togolais sont malades. Le Togo avait validé 15 sur 20 indicateurs en 2022. La MCC est un organisme gouvernemental des États-Unis d'Amérique. Elle est une initiative du président George Bush en 2004. Cet organisme a pour objectif de réduire la pauvreté dans les pays en développement. Environnement à présent, la COP27 de la Conférence des Nations Unies sur le climat de cette année s'ouvre demain à Sharm el-Sheikh, en Égypte, dans un contexte d'événements météorologiques extrêmes dans le monde entier, d'une crise énergétique alimentée par la guerre en Ukraine et des données scientifiques réitérant que le monde ne fait pas assez pour lutter contre les émissions de carbone et protéger l'avenir de la planète. Les COP sont les plus grandes et les plus importantes conférences annuelle sur le climat de la planète. La COP26 l'année dernière a eu lieu 5 ans après la signature de l'accord de Paris, qui a culminé avec le pacte climatique de Glasgow, qui a maintenu l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Des progrès ont été réalisés pour rendre l'accord de Paris pleinement opérationnel en finalisant les détails de sa mise en œuvre pratique, également connu sous le nom de règlement de Paris. L'érosion côtière est l'un des aléas climatiques naturels, mais accentué par l'action de l'homme. On en parle tout à l'heure dans la rubrique Invité. Le littoral se dégrade et laisse les populations dans le désarroi. Maisons, infrastructures, cadres de vie sont érodés. La route telle que nous la connaissons à hauteur de la ville d'Aniho aujourd'hui serait la 3e. Les 2 premières ont fini dans la mer. Pour protéger les populations de l'érosion côtière, le gouvernement togolais, conjointement avec celui du Bénin et par le financement de la Banque mondiale, a entrepris de grands travaux sur le littoral. Jeudi, ces travaux ont été lancés par la chef du gouvernement, Madame Victoire Tomega Dogbe. Nous recevons Monsieur César Ezobio. Il est ingénieur génie civil côtier senior de Ouaka, Togo. César Ezobio, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je vais bien, merci. Le projet Ouaka, on en parle il y a déjà 4 ans. Pourquoi c'est seulement maintenant le lancement des travaux proprement dit? Oui, madame, vous avez parfaitement raison. Effectivement, le projet a démarré depuis 2019. Mais vous savez que pour un projet comme ça, il faut d'abord recruter les experts. Donc, dans ce que nous appelons une unité de gestion. Donc, le recrutement, généralement avec les procédures des bailleurs de fonds qu'est la Banque mondiale, ça prend au moins 6 mois à 1 an. Une fois que l'équipe est en place, de gros travaux comme ça nécessitent ce que nous appelons des études de faisabilité technique. Et pour faire ces études également, il faut faire un recrutement de cabinets internationaux. Également ça, la procédure suivant les bailleurs de fonds prend également 8 mois à 1 an. Donc vous voyez que vous avez déjà brûlé 2 ans. Maintenant, une fois que le cabinet international a été recruté pour faire les études de faisabilité technique, il faut compter au moins 4 à 6 mois pour faire l'étude. Mais c'est tombé également avec la période de Covid en 2020
qui a également énormément retardé les études. Ensuite, une fois que l'étude de faisabilité technique est réalisée, il faut recruter l'entreprise et le bureau qui va faire le contrôle des travaux. Et ça également, il faut avoir au moins 6 mois à 8 mois. Et ce n'est qu'une fois que l'entreprise de travaux et le cabinet international qui va faire le contrôle pour que les travaux se fassent très bien sont mis en place que les travaux ont démarré. Et donc, c'est pourquoi les travaux ont démarré en début d'année 2022. Le lancement, en fait, c'est pour la période de réalisation des travaux sur le terrain. Sinon, depuis février 2022, les travaux ont démarré par la phase de préparation. Il faut les installations de chantier, il faut aller chercher les matériaux, notamment les roches, pour faire les travaux, le sable en haute mer pour faire le rechargement de plage, etc., etc. Donc, c'est ce qui se faisait depuis février 2022 jusqu'à jeudi. Il s'agit d'un lancement conjoint entre le Togo et le Bénin. Quelle est la zone concernée au Togo? Oui, les travaux effectivement concernent nos deux pays, puisque nos deux pays se sont rendus compte qu'en faisant les travaux chez nous, ça dérangeait nos voisins donc de l'Est, puisque justement le grand problème qu'a nos côtes qui creusent l'érosion, c'est la dérive internationale, donc la dérive de sable qui part donc de l'ouest côté Ghana vers l'est côté Bénin. Quand nous bloquons le sable avec nos ouvrages côté Togo, ça empêche cette dérive d'aller vers le Bénin. C'est ça qui crée l'érosion au niveau du Bénin, donc c'est pourquoi nous faisons les travaux ensemble. Et donc les travaux de cette phase concernent le segment de côte allant de Agodrafo côté Togo à Grand Popo côté Bénin. Donc ça fait à peu près 18 km côté Togo et environ 22 km côté Bénin. Cette zone, parce que c'est la zone la plus dégradée? Je parlais de la dérive du littoral qui part de l'ouest côté Ghana vers l'est côté Bénin. Une fois que le port de Lomé, c'est l'un vraiment des principales raisons, le port de Lomé a été mis en place avec son ouvrage qui est les jetés. Le port bloque justement cette dérive qui doit quitter, donc cette dérive de sable de littoral qui doit quitter le Ghana à l'ouest vers le Bénin l'est. Une fois que le sable est bloqué, pour aller vraiment en termes très simples, la nature aurait du vide. Après le port, il n'y a plus de sable. Vous allez voir que du port vers le Ghana, là-bas, il y a beaucoup de bonnes plages. Mais dès que vous quittez le port, Katanga, Bodjome, etc., l'érosion, donc les maisons tombent. Toute la côte togolaise, donc depuis le port vers le Bénin, est sujet à l'érosion, donc doit être protégée. Le gouvernement a fait la demande à plusieurs bailleurs de fonds. Du port Katanga, donc jusqu'à Bodjome, vous avez la BID, qui est le premier grand financement. Il y a d'autres financements, mais c'est surtout la BID. Et donc, de Bodjome à Agodrafo, il n'y avait pas de financement. Mais au jour d'aujourd'hui, le gouvernement a réussi à convaincre l'AFD qui est en train de mettre en place ce financement sur 7 km entre Bodjome et Agodrafo. Et Waka, qui est la Banque mondiale, qui est un produit régional, donc on fait ensemble avec le Bénin, mais il y a également 4 autres pays. Soit nous le faisons donc de Agodrafo, Togo, à Grand Pobo, Bénin. Sur le terrain, qu'est-ce qui va être fait concrètement? Pour cette phase, l'étude a demandé de protéger en priorité côté Togo la zone de Agodrafo à Kémé. Là-bas, donc, nous allons construire 7 nouveaux épis qui ont de longueur variable de 70 à 75 mètres. Donc 7 nouveaux épis, c'est quoi un épi? Ceux qui ont l'habitude d'aller vers Anéhor, ils vont voir au niveau de la plage d'Anéhor des ouvrages faits avec des roches qui sont un peu perpendiculaires à la mer ou transversales à la mer. Donc c'est ça on appelle l'épi. C'est un ouvrage qui est fait pour justement bloquer le sable. Donc c'est des épis d'arrêt de sable. Ça empêche le sable donc de continuer sa dérive vers l'est. Je l'ai dit tout à l'heure que cette dérive de sable part de l'ouest côté Ghana vers le Bénin qui est à l'est. Ces ouvrages empêchent justement le sable de partir et donc dans ces endroits, la mer n'a plus de déficit de sable et donc n'érode plus. C'est ça le rôle des épis. Donc il y en a 7 nouveaux comme ça qu'on va construire entre Agodrafo et Bénin. Ensuite, une fois que ces épis seront construits à Agodrafo, c'est prévu faire le rechargement de plage entre ces épis que nous appelons le rechargement de casier. Et là également, on prend le sable en haute mer. Donc les études ont été faites pour découvrir les gisements, puisque si on le prend à la côte, on va encore créer le déficit. Donc on le prend en haute mer, à 10-12 km de nos côtes, pour venir reprendre la plage. Donc quand on quitte maintenant Agodrafo, on revient à Anéhor. Anéhor, à la frontière, nous avons déjà des épis que le gouvernement avait déjà mis en place. Et parmi eux, il y a 6 épis que nous allons réhabiliter. On va les allonger parce que cela a été fait depuis 2012.
Nous sommes en 2022, donc on a remarqué qu'il faut les allonger pour que ça soit plus efficace dans leur arrêt de sable. Les 6 seront allongés au moins de 10 mètres. Et il y a également un épi longitudinal, c'est-à-dire qui est parallèle à la cour qu'on a l'habitude d'appeler brise-lame. Pour ceux qui connaissent la ville d'Aného, cet épi est derrière l'ancienne cathédrale d'Aného, qui est bien sûr un épi, mais un épi longitudinal, qui est différent des 7 que nous avons prévus à Bodrafo, qui seront perpendiculaires, donc transversales à la mer, pour arrêter le sable. Cette brise-lame qui existe également doit être réhabilitée, donc prolongée de 200 mètres jusqu'à l'épi qui est devant lui en allant vers l'embouchure. Une fois que nous aurons allongé et réhabilité ces épis et l'épi longitudinal, c'est-à-dire brise-lame, donc c'est prévu également là-bas le rechargement en sable, que nous prenons également en haute mer. Maintenant, une fois que cela est fait, on a prévu également au niveau d'Aného, brise-lame jusqu'à l'embouchure, un digue de sable qui va de haut d'environ 4 mètres. Cette digue de sable servira parce qu'il y a des moments où la mer, malgré les ouvrages, vient jusque par exemple dans la mairie ou bien vient jusque au niveau de l'ancienne cathédrale. C'est cette digue de sable qui va permettre d'arrêter ça, on appelle ça la submersion marine ou une tempête marine. Cette digue de sable que nous prévoyons sera pour empêcher que la mer vienne jusque par exemple dans la mairie ou dans les habitations environnantes. Voilà ce qui est prévu côté Togo. Je vais aller maintenant côté Bénin. Côté Bénin, donc de la frontière à Hilakondi, on a prévu la construction de 8 épis, comme on fait exactement au niveau de Abodrafo et Kpémé. Maintenant, de Hilakondi à Agoué, et en allant donc vers Grand Popo, là, c'est prévu ce que nous appelons le moteur de sable. C'est du sable, 6,3 millions de mètres cubes de sable, qui vont être jetés donc de Hilakondi jusqu'à Agoué en allant vers Grand Popo sur 4 km. Ce moteur de sable, c'est ça qui va lutter contre l'érosion, puisque la mer viendra chercher ça dans sa dérive naturelle de sédiments, donc de sable, et donc c'est ça qui va empêcher qu'il y ait un déficit de sable, donc qu'il y ait érosion, parce que la raison principale justement c'est ce déficit de sable. La nature a horreur du vide. Dès que ça manque, la mer vient chercher ça sur la terre et c'est là où ça érode et ça fait tomber les maisons. Aller chercher le sable en haute mer, monsieur Ezobio, est-ce sécurisant puisque vous nous le dites, quand il y a déficit, la mer, elle ira où elle peut pour chercher le sable. C'est un courant naturel. Si on le prend en haute mer à 12 km, même s'il y a un déficit, le temps de quitter 12 km pour venir chercher à terre, c'est trop loin. Alors que si on prend très proche des berges, tout de suite, dès qu'il a le déficit, alors qu'il voit qu'il y a du sable là, puisque les vagues viennent chaque fois, donc quand il vient, il arrache pour ramener dedans. Donc il n'y a pas de danger, puisque avec la dérive, ça viendra naturellement combler ça en haut de mer dans les 12 km, puisque la dérive continue partout dans la mer. La chef du gouvernement, Madame Victoire Toméga Dogbe, a procédé au lancement jeudi. Est-ce que déjà hier, les techniciens étaient sur place pour le travail? Oui, les travaux sont prévus pour 19 mois. Mais il y a une grande phase de préparation qui a commencé depuis février. Et donc, de février à ce jour, tout ce qui est comme préparation, donc reprise des levées, topo bâti, les recherches de sable à mer, recherches de carrières d'enrochement au Togo et Bénin, faire les analyses sur ces matériaux, le sable et les roches. C'est ça qui se faisait depuis février 2022 à ce jour. Et donc, une fois que les autorités donc ont fait le lancement, l'entreprise a immédiatement démarré les travaux sur au moins un site au Togo et un site au Bénin. La fin du délai d'exécution est prévue pour fin d'année 2023. Mais le calendrier de l'entreprise internationale Boskalis BV qui a été retenu prévoit la fin des travaux pour juillet 2023. Donc on se dit quand même que même s'il y a un petit retard, au plus tard fin d'année 2023, les travaux en tout cas concernant cette phase seront terminés. Monsieur Ezobio, la réception des ouvrages est prévue pour quand? Et donc, à partir de la fin d'année 2023, dans 12 mois pratiquement, les populations du littoral, Togo, Bénin, ne pourront plus jamais être inquiétées par l'érosion côtière. Non, le mot jamais en construction n'existe pas. Si vous construisez une route, même si elle est bien faite, vous allez voir que vous êtes obligé de revenir faire l'entretien. C'est la même chose pour un pont. Les grands pays occidentaux, je dis même quand on fait les ponts, vous allez voir, les ponts ne sont pas faits pour résister à toutes les pluies. Il y a ce que nous appelons les périodes de retour. Plus la pluie prend beaucoup d'années pour revenir, plus la pluie fait des dégâts, c'est-à-dire il y a beaucoup d'eau qui tombe et ça dure longtemps et donc ça fait beaucoup d'états, ça crée des inondations. Donc dans ces grands pays,
Même les gros ouvrages, on prévoit les soulever parce qu'on ne peut justement pas dimensionner le pont ou bien l'ouvrage pour toutes les pluies. Sinon, ça va être trop gigantesque le pont. C'est la même chose pour les épis. Nous dimensionnons pour 50 ans. Si on prend une marée ou bien des zones de 100 ans, ça va être trop gigantesque les épis. Donc on a pris 50 ans. Ces ouvrages vont permettre de protéger la côte pour au moins 30 ans. Mais par contre, on a dit qu'il y a aussi des rechargements en sable. Et je venais tout à l'heure de vous le dire, qu'il y a la dérive naturelle de sable, donc de sédiments dans la mer, et pas de l'ouest qui va vers l'est. Même si nous avons mis en place des épis qui empêchent le départ de ces sables, la mer carrément arrive à le faire partir. Donc après 15 ans, il faut forcément faire l'entretien et reprendre le rechargement au niveau de ces épis. Donc c'est ça qui fait que nous réhabilitons les épis que le gouvernement a déjà mis en place avec l'aide du financement UMOA des années 2012 à Anéro. Ezobio César, ingénieur génie civil, Côtier, Ouaka, Togo. Merci. Merci madame. Les grands travaux requièrent donc des études et une planification. La création d'une ville aussi. L'État togolais entreprend de construire une nouvelle ville à Kpomé, alors que Lomé tend à saturation. Quels sont les éléments qui entrent en jeu dans la création d'une nouvelle ville? Le deuxième invité, Togui Dagban, urbaniste, est en entretien avec Théophile Dandakou. Togui Dagban, à Yvon, bonjour. Bonjour. Comment se crée une ville? La création d'une ville est plurielle. La ville a une connotation historique, traditionnelle surtout. Et la ville se définit comme étant un consensus d'une société à un moment donné de vivre ensemble sur un espace donné. C'est la résultante ou l'apport de plusieurs générations. Donc la ville n'est pas un fait d'une époque donnée. C'est plusieurs époques qui ont rajouté ensemble pour que nous puissions voir ce qui se donne aujourd'hui. La ville peut également se créer de façon volontariste de l'homme politique qui, à un moment donné, tient la destinée de cette société-là. Pourquoi créer une ville? Bon, l'homme est social et ne peut pas vivre en solitaire. Et puis, la ville, lorsque vous comprenez que c'est un espace social et économique, vous devez comprendre qu'elle a besoin d'avoir des échanges avec d'autres espaces du même genre. Et c'est pour cela qu'on dit que la ville évolue, elle est dynamique. Une ville n'est pas statique. Une ville qui à un moment donné devient statique, finit par s'appauvrir et par se vider. Donc, si la ville doit normalement être dans une dynamique donnée, elle doit avoir des liens, donc évoluer au fur et à mesure du présent et du devenir de ceux qui la font et la refont. Quels sont les éléments qui entrent en jeu dans la construction d'une ville? Le tout premier impératif, c'est d'avoir une vision dans le temps. À terme, qu'est-ce que nous voulons? Par rapport à cette vision, vous devez savoir à qui vous vous adressez. Qui sont ceux-là qui sont appelés à exercer cette ville? Quels en sont les besoins? Parce que la ville est surtout une réponse à des problèmes du temps. Lorsque vous construisez une maison, c'est en réponse avec votre besoin de vous abriter et de vous affirmer en tant qu'être social. Parfois, nous construisons non pas parce que nous avons essentiellement le besoin de nous abriter, mais c'est parce que de l'extérieur, nous voulons nous affirmer. Au-delà de la vision, qui sont ceux que vous attendez là-bas et quels sont leurs besoins à court, moyen et long terme. On conçoit toujours la ville pour le très long terme. C'est-à-dire que ceux qui conçoivent aujourd'hui peuvent ne pas vivre cette ville ou l'exercer. Donc il faut déjà se projeter dans l'avenir pour que la ville puisse quand même suivre son cours. Nous ne disons pas qu'on construit la ville, on l'exerce parce que la ville, c'est le travail de tous les jours. On conçoit une ville sur le long terme. Alors Lomé a été créée en 1897 et aujourd'hui elle paraît saturée. Non, Lomé n'est pas saturée comme on le dit parce que Lomé, le train de Lomé n'a pas été maîtrisé. Et puis il faut dire que nous ne faisons pas de l'urbanisme au Togo.
nous attendons la ville faire son bordel, puis après on court après. On n'a jamais aucune politique de maîtrise de l'évolution de la ville. Pour maîtriser l'évolution d'une ville, il faut maîtriser également le foncier. Le foncier, c'est le bien fond. Et c'est ça qui est en dessous de tout ce qui s'exerce. Mais nous n'arrivons pas à maîtriser le foncier. Nous n'arrivons pas à imprimer une volonté de construction ou une vision à la chose. Aujourd'hui, Lomé se construit littéralement de façon horizontale et bouffe du terrain. Alors que de la Marina jusqu'à Zanguera, en passant par Bomé et autres, Lomé peut être circonscrit dans la moitié de cet espace-là. Pourquoi? Parce que si nous encourageons la construction en hauteur, nous allons bouffer moins d'espace et nous aurons moins de dépenses à faire en termes de viabilisation. Mais aujourd'hui, l'État et les structures appropriées et compétentes qui doivent jouer le rôle d'arbitre ont, semble-t-il, démissionné. Pour impulser une ville dans un sens ou dans un autre, il faut que l'État s'y implique. Lorsque vous prenez des tests pour réglementer l'exercice de la ville, en n'étant pas acteur, mais vous ratez. Par exemple, l'État semblait réglementer les loyers ou les maisons en location. Mais l'État n'a pas d'immeubles en location. C'est par rapport à ces immeubles que les gens vont se référer. À tel endroit, la location est telle et dans telles conditions. Mais je préfère aller là-bas. Lorsque l'État n'a pas d'offre par rapport à la demande, il ne peut pas aller en arbitre. C'est comme des joueurs sur le terrain qui jouent sans que l'arbitre ne puisse pas courir et suivre l'évolution du jeu. L'arbitre est en dehors du jeu. Il ne peut pas arbitrer. C'est ce qui se passe chez nous. Nous ne faisons pas du vrai urbanisme parce que l'urbanisme c'est une science, c'est une technique, c'est des théories. Il faut pouvoir les appliquer à l'espace, aux hommes. Souvent, vous collez l'urbanisme à l'architecture. On peut faire de l'urbanisme sans faire de l'architecture. L'urbanisme est beaucoup plus sociologique, démographique, urbanistique et économique. L'urbanisme se veut en termes de gestion également de l'espace et des hommes. C'est pour cela que, en ne le maîtrisant pas, vous ne pourrez pas maîtriser la ville. On aura beau utiliser d'autres disciplines en suppléant ou en substitut, ça ne donnera pas le résultat escompté. Et c'est ce que nous vivons. Aujourd'hui, le souhait serait que on mette au point une politique volontariste pour accompagner l'évolution de nos villes en termes de disponibilité, de maîtrise de l'espace et puis en termes de facilitation économique, parce qu'il peut impulser la construction en mettant au point des politiques de facilitation. Sans facilitation, la ville ne saura évoluer dans le temps comme on le désire. Vous avez plusieurs exemples. Les opérations qu'on a faites à Didogomé, les bâtiments sont revenus à plusieurs millions. Quel fonctionnaire lambda togolais pourra accéder à ces constructions? Les constructions qu'on est en train de faire à Millennium, les coûts ne sont pas abordables pour le citoyen lambda. Or, ce n'est pas les richissimes qui font forcément la ville. C'est beaucoup plus l'homme du commun qui exerce la ville. Les richissimes, eux, généralement, ils sont tournés vers l'extérieur, alors que les autres sont introvertis, sont de l'intérieur. Pour y remédier, le gouvernement entreprend de construire une nouvelle ville à Bomé. Alors, en quoi cette nouvelle ville sera différente de l'actuelle? On avait entre-temps pensé tirer la ville vers Zanguera. Et des gens sont allés investir là-bas sans que Zanguera n'ait pris. Ici également à Bomé, on parle de 20 000 logements. Ces logements seront accessibles à qui? Est-ce que c'est des logements à loyer modéré ou bien c'est des logements tout court, tout fait, clé en main pour des gens qui n'auront pas de moyens? Est-ce que c'est des logements subventionnés? Parce qu'aujourd'hui, la population misérable du Togo a besoin que l'État l'accompagne, qui est l'aide à la personne, qui est l'aide à la pierre. Sans ces politiques volontaristes de l'habitat, nous ne pourrons pas accéder à ces logements. Et on ira construire dans la brousse. Beaucoup de bâtiments vont rester. Ou bien, ce sera encore une frange nantie de la population qui ira s'offrir ces bâtiments-là
et ça ne profitera en rien aux autres. C'est de lourds investissements qu'on voudrait faire à Pomé. Nous le saluons, mais nous disons que c'est encore du bordel. L'existant n'est pas encore maîtrisé, mais aller encore refaire de nouveaux trucs ailleurs, je crois que dans 10 ans, dans 15 ans, les gens comprendront que ce que nous disons aujourd'hui est vrai. Ça ne marchera pas. Togui Dagban, je rappelle que vous êtes architecte urbaniste. Comment se présente aujourd'hui une ville moderne? Il n'y a pas de ville modèle. Il n'y a pas une ville dite universelle. La ville est le reflet de nos traditions, de notre savoir-faire, de notre degré intellectuel et d'habitabilité. Donc, ça diffère d'un espace à un autre, d'un moment à un autre. Mais il y a un certain nombre de principes de base. La ville doit pouvoir offrir à ceux qui l'habitent une réponse à tous leurs besoins. Il y a des historiens, des penseurs qui avaient trouvé que la ville doit pouvoir leur offrir un cadre nourricier, un cadre culturel adéquat, doit leur permettre de se vêtir, de s'abriter, donc de se préserver des intempéries et de s'épanouir. Et la ville ne peut pas être lue de l'extérieur. Ce n'est pas parce qu'il y a de gros bâtiments, de jolis bâtiments que les gens sont à l'aise à l'intérieur. Non. Donc, les bâtiments, les routes et autres ne sont que des carapaces qui constituent les réponses aux besoins des populations. Les gens ont besoin de s'abriter, ils construisent gros. Les gens ont besoin de faire des affaires, des échanges, ils construisent des bureaux, des gratte-ciel. Les gens ont besoin de circuler, ils construisent des routes. Donc ce ne sont que des carapaces de ces réponses-là. Notre entretien tire vers sa fin. Avez-vous des sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur? Donc, Pomé me tient à cœur, d'autant plus que je ne sens pas que autour il y a les faiseurs de ville, il y a les docteurs de la ville, du moins les médecins de la ville. Parce que au départ, c'était les historiens qui étaient à l'avant-garde de la construction de la gestion des villes. Puis les géographes ont pris le pas, ensuite les architectes, mais on a trouvé que chacun crée un monstre qui relève de sa compétence. C'est pourquoi il y a eu l'avènement de l'urbanisme que les gens me connaissent jusqu'alors. Normalement, l'urbanisme est au carrefour de toutes ces disciplines qui œuvrent pour le bien-être des gens dans l'espace et dans le temps. Il va falloir que ces gens qui sont beaucoup plus globalisants, qui mettent tout dans un système donné, puissent être intéressés à accompagner ce qu'ils veulent faire. Tout site est constructible, même dans l'eau, même dans la boue, ça se construit. C'est seulement au Togo qu'on dit, ici, c'est zone indificandi parce que c'est marécageux. Qui dit que les marécages ne se construisent pas? Ici, c'est dans la vallée du Sior, on ne peut pas construire ainsi de suite. Ça, c'est l'affaire des géographes. Mais l'urbanisme va vous dire, vous pourrez y construire et vous pourrez habiter, à condition de mettre en œuvre la technologie appropriée. Les meilleurs habitats sont ceux qui sont construits dans un plan d'eau. C'est les meilleurs habitats, ça. Parce que il y a tout autour un microclimat. Donc, mon souhait, c'est qu'on mette à profit les urbanistes, essentiellement, en amont, courant et après la construction. En amont pour la conception d'une ville fonctionnelle, d'un schéma fonctionnel de ville, qui soit compatible avec nos réalités, nos aspirations et nos traditions. Ensuite, il faut qu'ils accompagnent pour que ce qui va se faire soit également réaliste, qu'on n'aille pas rêver sur le terrain pour nous offrir ce qui est bancal ou qui ne tiendra pas dans le temps. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous aussi, c'est un plaisir.
Écho du Palais, la session des assises de Lomé ont clôturé hier. Le dernier dossier traité par les juges est un cas de viol sur mineur. Les faits se déroulent à Akbari, dans l'Ogou. Le récit avec Hélène Assabi. Nous sommes en 2017. La petite Léla, âgée de 12 ans, et ses amis se rendent à la rivière pour aider les pêcheurs afin de gagner un peu d'argent. Sur le chemin de retour, Léla ne retrouve plus la voie qui mène à son village, Founoufa. Elle demande de l'aide au nommé Dieudonné, un jardinier, marié et père de 3 enfants au moment des faits. Ce dernier accepte volontiers de l'aider, mais arrivé à un endroit un peu isolé, il se jette sur elle, la tient par le cou et la bouche pour l'empêcher de crier. Il lui donne ensuite des coups de poing un peu partout sur son corps et même sur son œil, et la petite Léla tombe évanouie. Son agresseur en profite et lui impose des relations sexuelles. À son réveil, Léla, très affaiblie, cherche des secours et c'est finalement le jeune Ismaël qui l'a conduit à son tuteur. L'examen médical révèle une déchirure de la vulve et de l'hymen d'un vagin qui admet difficilement un doigt, preuve qu'il s'agit de sa première relation sexuelle. L'inculpé Dieudonné est arrêté. L'accusé reconnaît les faits en enquête préliminaire, mais à la barre, à la cour d'assises, il les nie. Cette variation dans les faits ne lui a pas été d'un grand secours, même si le ministère public reconnaît des circonstances atténuantes, il a requis 10 ans de réclusion criminelle à son encontre. L'avocat, lui, a plaidé pour l'acquittement. Après délibération, les juges de la cour d'assises de Lomé ont finalement retenu 10 ans de réclusion criminelle et 200 000 francs de dommages et intérêts à payer à la victime. L'avocat Anina Yakoubou se prononce. C'est vrai que moi, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'évidence. Parce qu'on a trouvé des traces de viol sur la victime, mais rien n'établissait à mon avis que c'était mon client, l'accusé, qui était l'auteur des faits, parce que lui ne l'a jamais reconnu. Mais bon, la justice est la justice. Lorsqu'elle est rendue, on se plie au verdict que la Cour a prononcé. Mais je précise qu'à la matière, c'est le minimum qu'il pouvait avoir. Ayant déjà passé plus de 5 ans en prison, dans 4 années, il devrait pouvoir sortir pour refaire sa vie. À samedi prochain. À samedi prochain, Hélène Assabi pour un autre numéro des Échos du Palais. Des informations sportives tout de suite. Dans quelques instants débutera la nouvelle saison 2022-2023. Le match Tambo FC Espoir FC est au programme à partir de 15h au stade municipal de Lomé. À Kara, Sarah FC joue contre Ange FC. Les autres affiches seront jouées demain dimanche. Revue de presse, la réussite du 45e recensement général de la population et de l'habitat préoccupe les parutions de cette semaine. Elles sont revenues sur l'opération, plus précisément le volet sensibilisation. La revue de presse, c'est l'affaire de Léontine Atogima. Mieux comprendre l'opération pour faciliter la tâche aux agents recenseurs, titre Ouara les vainqueurs à sa une. À travers ce titre, le journal dénonce l'accueil des agents recenseurs par les populations. Il regrette la mauvaise compréhension de l'initiative malgré les sensibilisations. Sur le terrain, rien ne démontre qu'un travail ait été fait en amont en termes de communication et de sensibilisation, note Flambeau des démocrates. En effet, écrit le libéral, le dénombrement des populations a été marqué par quelques difficultés liées fondamentalement au manque d'information des populations. Il convient donc d'éclairer la lanterne des uns et des autres sur l'importance de ce recensement dans le développement du pays, ajoute le journal. Combien sommes-nous aujourd'hui au Togo? Comment satisfaire les besoins élémentaires de la population dans chaque commune? Quel type de centre de santé faut-il créer dans telle localité en fonction de l'évolution démographique des habitants? Quels sont les besoins prioritaires de nos différentes communautés? Voilà autant de questions auxquelles le recensement devrait répondre, explique le libéral, toujours dans sa parution du 2 novembre 2022. Abondons dans le même sens. Dunia Le Monde rassure que cette opération n'a rien à voir avec les élections
ni avec la collecte des données de l'Office togolais des recettes OTR. La parution précise que le recensement est une recommandation du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, ce après chaque décennie, afin de planifier le développement d'un pays avec les informations récoltées sur le terrain. Les premiers bénéficiaires de cette opération restent les populations elles-mêmes, conclut-elle. Contribuons au recensement de tous pour une meilleure planification, écrit l'audience. La revue de presse, c'est bien sûr sur le 5e recensement général de la population et de l'habitat. Vous l'avez suivi avec Léontine Atogima. Cette édition s'achève ainsi. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Le rappel des titres assises. Les assises de Lomé ont pris fin hier. Que se passe-t-il lorsqu'un condamné finit sa peine d'emprisonnement mais ne paie pas son amende? C'est un dossier que Yao Kamake nous a proposé, vous l'avez bien entendu, suivi. Score 2023 du MCC, le Millennium Challenge Corporation. Le Togo a validé 14 indicateurs sur 20. Un nouveau site web de l'agence togolaise de presse a été lancé hier. C'est dans le cadre du processus de modernisation des médias de service public. Nous avons eu deux invités. D'abord César Ezebio, ingénieur de Waka Togo, qui est revenu sur l'intérêt des travaux de protection de la côte lancés jeudi à Aniron. Le deuxième invité, Togui Dagban, a évoqué les conditions de création d'une ville. Merci à tous de nous avoir suivis.